Bonjour à tous et bienvenue dans les décideurs du net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de ce live. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité en bas à droite de l'écran. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul-Emmanuel Reifers. Vous êtes président et fondateur de Mazarine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors vous créez Mazarine en 93. Est-ce que vous pourriez commencer par retracer un petit peu l'historique et détailler ce que vous faites concrètement chez Mazarine? Alors, je crée Mazarine en 93 à la fin de mes études. À l'époque, c'était le début ou la fin de la guerre en 92, la fin de la guerre du Golfe, donc c'était en pleine crise économique, ce qu'on peut connaître aussi un peu en ce moment. Et je voulais être entrepreneur et c'était l'opportunité de créer son entreprise. Et c'est vrai que plus on la crée jeune, plus c'est facile, quelque part parce que les risques sont moins importants. Donc très vite, j'ai créé Mazarine. Pourquoi Mazarine? Parce que j'habitais rue Mazarine. J'étais étudiant, j'avais la chance d'avoir un studio étudiant rue Mazarine et donc j'ai appelé ça Mazarine, un nom féminin, masculin, extrêmement français et à la fois facile pour l'international. L'objectif, c'était de créer une agence de communication spécialisée dans la culture et dans le luxe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une agence indépendante, quand vous voulez rester indépendant, il faut aller dans une niche de métier. Il ne faut pas aller là où tout le monde est. Et il vaut mieux être grand chez les petits que petit chez les grands. Voilà, c'était ça l'esprit. Donc, agence de communication spécialisée dans le luxe et dans la culture. Alors, depuis, vous êtes beaucoup diversifié, vous avez fait de nombreuses acquisitions. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, après, ce qu'on a fait, le virage le plus important avant les acquisitions, ça a été le développement du digital. On était les premiers à penser en 2000 que le digital dans les marques de luxe, ça serait essentiel pour l'avenir. Donc, on a converti tout notre savoir-faire d'image, de connaissance des marques de luxe dans le digital en créant une agence digitale, Mazarine Digital, et qui très vite a eu énormément de croissance parce qu'on appliquait tout le savoir-faire qu'on avait avec un savoir-faire de technologie dans le digital et on s'est développé par rapport à ça. Après, pour continuer à grandir et offrir à tous nos clients, à tout notre environnement des compétences autour, on a réalisé des croissances externes parce que l'objectif, quand vous avez la chance d'avoir les meilleurs clients ou des clients très importants qui vous accompagnent, qui vous font confiance, c'est toujours donner les plus belles ressources et les meilleures ressources, à la fois créatives, technologiques et de conseils. Et vous ne pouvez pas les recruter les unes après les autres, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a préféré se concentrer et acquérir des agences spécialisées par métier qui apportaient tout leur savoir-faire chez Mazarine et qu'on pouvait après proposer à nos clients. Les marques de luxe ont toujours eu une certaine défiance vis-à-vis du digital. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à leur faire sauter le pas, les convaincre d'aller sur ce segment qui est aujourd'hui effectivement très porteur pour le secteur? Alors aujourd'hui, les marques de luxe, elles n'ont plus aucune défiance sur les digital, hein, c'est totalement acquis. Elles sont plutôt très investisseuses sur le digital. Mais c'est vrai qu'au début de l'ère du digital, elles étaient défiantes parce qu'une marque de luxe, elle veut d'abord qu'on lui parle de son produit, de son image et de tout ce qu'elle peut transmettre comme valeur. Si le digital ne pouvait pas elles ne veulent pas un discours digital, elles veulent qu'est-ce que je peux mettre dessus et qu'est-ce que ça va apporter à mes clients et à ma marque. Et au début du digital, elles n'avaient pas les interlocuteurs pour répondre à ça et la technologie n'était pas là non plus. Parce qu'il faut une vraie technologie pour pouvoir créer des belles choses. Comme nous avions un discours très porté sur la marque et porté sur leurs produits, c'est pour ça qu'on a pu les accompagner, se développer petit à petit avec eux et après accélérer fortement avec le développement des budgets. Vous soulignez justement la nécessité de préserver le discours de marque. C'est vrai que dans le luxe, on était historiquement vraiment dans du top-down, on contrôle le message. Avec l'arrivée du digital, des réseaux sociaux, finalement, on est un peu obligé de s'ouvrir. Est-ce que vous trouvez que finalement, qu'aujourd'hui, les marques de luxe jouent le jeu sur Facebook et sont toujours un peu plus dans cette dimension participative où finalement on reste quand même encore dans un discours qui est vraiment assez maîtrisé? De toute façon, une marque de luxe, elle n'a pas pour vraiment vocation à être participative, elle a pour vocation de faire rêver, d'être aspirationnelle. Donc elle n'est pas dans l'échange, au sens, elle est là pour proposer des choses et aspirer les gens. Quand vous achetez une marque de luxe ou un produit, vous achetez du rêve. Donc il y a toujours, donc une marque de luxe doit avoir un temps d'avance sur vous. Elle ne doit pas demander l'avis aux autres, elle doit avoir un temps d'avance et les gens doivent adhérer et trouver ça assez génial. Donc ce qui se passe avec l'Internet, c'est que ça leur donne un moyen d'expression beaucoup, beaucoup plus large qu'avant. Ça passe par quoi sur Internet? Ça passe par des vidéos, ça passe par des vidéos, par la mise en valeur de tout ce qu'elles produisent comme contenu événementiel. Avant, vous aviez des événements et des campagnes de publicité. Donc les campagnes de publicité, vous devez tout résumer sur une page. Ou bien des catalogues. Les catalogues, c'est ennuyeux et on ne peut pas les envoyer à tout le monde. Avec le digital, vous pouvez apprendre, vous pouvez permettre aux internautes de rentrer dans les marques de luxe, de mieux les connaître et d'apprendre tout l'univers de la marque. En fait, avec le digital, on triche moins qu'avant, parce qu'il faut du contenu. Et le contenu, il faut le produire, donc il faut quand même avoir des choses à raconter, des produits à montrer, du savoir-faire. Alors, Mazarine en chiffres, ça donne quoi? Est-ce que vous pouvez communiquer peut-être sur le chiffre d'affaires en 2014 ou... Oui, on peut communiquer. Mazarine, c'est aujourd'hui environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est surtout 300 collaborateurs en France et 50 en Chine.
Voilà, depuis peu pour la Chine, on va y revenir. Mais... Depuis 6 mois en Chine. Bon, c'est vrai que les taux de croissance en Chine ne sont pas les mêmes, les taux de recrutement non plus, donc c'est appelé à grandir très vite. Et 2014 a été marqué par l'acquisition de l'agence experte en social media You2You. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cet événement, le pourquoi, le comment? Alors le pourquoi, c'est d'abord parce que c'est une sublime agence, animée par 2 personnalités, je ne veux pas dire qu'on adore, mais qui partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales que nous. L'important chez Mazarine, c'est toujours avoir, je disais, les meilleures expertises et les meilleurs, les meilleurs partenaires, les meilleurs consultants et directeurs artistiques. Donc ça veut dire qu'on demande à chacun des métiers d'être le meilleur dans son secteur pour accompagner les plus grandes marques. On ne peut pas se permettre d'être moyen lorsqu'on travaille avec un grand acteur du luxe ou un grand acteur de la mode ou tout simplement une grande marque. Il faut lui proposer la meilleure expertise parce qu'on ne peut pas mentir dans ce métier. Si on ment, on perd notre client. Donc on a beaucoup investi dans l'Internet, création de sites, e-commerce, etc. Et on avait moins investi dans les réseaux sociaux. Donc cette offre, on ne la proposait pas à tous nos clients systématiquement parce qu'on voulait avoir les meilleurs. On a rencontré You2You, une agence très experte, très performante, avec une façon de penser différente, très complémentaire de notre savoir-faire. C'est pour ça qu'on a décidé d'en faire l'acquisition, mais aussi d'associer les 2 dirigeants, Frédéric Farrugia et Noël Amémé, au capital de Mazarine. Ce qui est important de dire aussi chez Mazarine, c'est que tous les patrons de toutes les différentes entités expertes sont tous associés en commun sur la même société, le même groupe. Pour avoir un esprit d'équipe. Voilà. Alors, pour revenir sur la Chine, vous avez donc annoncé un renforcement en Chine au mois de juin, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que s'est passé ce déploiement et comment ça s'est passé concrètement? Je crois que vous êtes associé à Pensio, une femme d'affaires de Hong Kong. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, on est présent en Chine depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on pense que la Chine est un secteur qui va devenir de plus en plus stratégique pour nos clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le déploiement de toutes nos marques, les plus grands consommateurs des marques de luxe sont aujourd'hui des étrangers, notamment l'Asie. Ces pays-là grandissent, il faut pouvoir animer localement les marques, et pour les animer localement, on ne peut plus faire tout à partir de France. Si vous n'êtes pas présent en Chine, si vous n'avez pas des équipes sur place, vous ne pouvez pas animer le marché. Vous ne pouvez pas faire des événements en habitant Paris, et vous ne pouvez pas faire des réseaux sociaux de Paris. Donc c'est important d'avoir des équipes sur place. Mais il faut transmettre le savoir-faire parce que vous avez besoin de contrôler l'image et de véhiculer un savoir-faire à la française que nous avons. Donc il est impératif de créer des équipes sur place, et pour ça, il faut avoir beaucoup d'équipes. Le pays est très grand, donc il faut avoir des équipes à la taille du pays. Que quand vous êtes en Chine, vous n'avez pas une boîte de 3-4 personnes dans un pays qui compte des milliards. Non, mais il y a une question de proportion. Les événements sont 3-4 fois plus gros. 50. On est déjà 50. Mais c'est voué à grandir. On va être condamné à grandir. Tout est plus grand en Chine qu'il l'est simplement en France. Et donc, il faut avoir moi, je pense qu'il faut avoir des partenaires locaux, parce qu'il faut partager des cultures, des savoir-faire. On ne connaît pas la Chine. Il faut donc, si on veut le faire bien, s'associer à des partenaires locaux. On a rencontré Pensio, qui est une femme d'affaires très importante, une des plus grandes femmes d'affaires basée à Hong Kong, qui souhaitait se développer dans le secteur du luxe et de la communication, qui avait dans sa jeunesse créé une agence de communication et qui a voulu nous accompagner. On a donc fait un joint venture avec elle. Les taxes en Chine sur les produits de luxe sont assez importantes. Est-ce que c'est un frein pour les marques là-bas ou... Non, la Chine, ce n'est pas un frein pour les marques, c'est l'explosion pour les marques. Dans tous les secteurs, c'est vrai il y a peut-être un petit ralentissement aujourd'hui que l'on observe sur certains produits dus à des lois anticorruption, etc. Mais la Chine est un pays, je ne dirais pas qu'il s'occidentalise, mais toute la nouvelle génération étudiante chinoise devient internationale, voyage, fait des études à Londres, à Paris, etc. Et la culture de la différenciation est de plus en plus importante. Quand vous êtes perdu dans une masse comme ça, vous voulez être différent, donc le luxe est un vecteur important pour eux. Aujourd'hui, le marché représente une part substantielle de votre chiffre d'affaires ou ça reste encore mineur? Aujourd'hui, le marché de l'Asie représente 20% de notre chiffre d'affaires. Et c'est surtout un relais de croissance. En fait, nous, on prend toujours la logique, on la prend autrement. On se dit, on ne peut pas ne pas être en Chine, installer fortement si on veut accompagner le marché qui on travaille. Donc, on part de ce principe-là et après, on développe. Au-delà de ce besoin client, je me rappelle que lorsque l'agence Fred & Farid s'est lancée en Shanghai, elle a justifié par le fait, en fait que le marché avait vraiment un temps d'avance sur l'Europe. Est-ce que vous trouvez que d'un point de vue usage, tendance, il y a finalement cette avance-là en Chine, des choses que vous voyez là-bas, que ensuite vous importez en France parce que vous dites c'est pertinent de jouer sur ces axes-là? Il y a plusieurs temps d'avance. Le marché n'a pas un temps d'avance sur la culture, sur le luxe, etc. Le marché a du retard. C'est pour ça parce que
La différence entre un Chinois, enfin quelqu'un d'une même personne et vous, c'est que vous êtes né à Paris ou en France, vous avez été élevé dans une culture, vos parents vous ont appris certaines choses, vous avez des anniversaires, on vous a offert des petits produits de luxe, une petite montre, Cartier, Tag Heuer, j'en sais rien. On vous a offert des produits, vous êtes baigné dedans depuis votre plus jeune âge. La télé, eux, c'est tout nouveau pour eux, il n'y a pas la culture de famille pour ça. Donc il y a quand même un problème d'éducation, de formation, d'où l'importance des événements, etc. Par contre, sur le digital, on voit qu'il y a une évolution considérable, mais qui est liée à leur culture aussi, parce que tous les jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur le net. Parce que vous avez un enfant, la culture de la famille unique, vous n'avez pas de petits frères, vous n'avez pas de petites sœurs, vous n'avez pas de parents, donc tout le savoir-faire s'échange sur Internet. Donc c'est vrai que c'est la mobilité et l'Internet, là je pense qu'en Chine c'est quelque chose de très important. Du coup pour les réseaux sociaux type Weibo et le mobile, les usages sur mobile. Oui, exactement. Quand vous voyez ce qui se passe en Chine, ça vous laisse présager ce qui va se passer en Europe. Très très forte implication sur les réseaux sociaux, de tout. Alors un internaute demande, le luxe a-t-il vraiment besoin d'Internet pour se vendre? Pourquoi? Le luxe a-t-il vraiment besoin d'Internet pour se vendre? D'abord, les internautes sont contents qu'il y ait du luxe sur Internet pour savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce que une marque de luxe, un magasin, et rentrer, c'est pas facile pour tout le monde. Donc appréhender une marque de luxe, rentrer dans la place Vendôme, si on n'a pas envie d'acheter, est-ce qu'on y rentre, on ne connaît pas. Donc finalement, l'Internet rend ce service, rend accessible, ça décomplexe, et en même temps, ça nourrit, ça justifie. Parce que pourquoi ce produit vaut si cher? Pourquoi il y a cette création? Dans le luxe, vous nourrissez avec la création. Donc finalement, l'internaute en a autant besoin que le luxe. Quand vous vous développez, quand vous êtes marque de luxe et vous développez, si vous voulez développer, il faut communiquer. Donc il faut informer et surtout, il faut défendre pourquoi votre savoir-faire est là et l'Internet est très important pour ça. Sur l'e-commerce, justement, est-ce que ça vous permet d'aller toucher de nouveaux bassins de population, est-ce qu'il y a une incrémentalité finalement dans le chiffre d'affaires, d'aller peut-être des jeunes qui, comme vous le soulignez, n'auraient pas le réflexe d'aller place Vendôme? D'abord, je pense qu'il y a une nouvelle génération de gens, il suffit de voir, enfin moi j'ai des enfants qui ont 19 ans, ils font tout sur Internet. Donc ma fille qui a 8 ans fait tout sur Internet. Donc je me dis de toute façon, ils vont commander sur Internet. Donc je pense qu'il y a des phénomènes sociaux, des mouvements où finalement c'est le luxe qui s'adapte, vous ne pourrez pas lutter. Mais sur des pièces très chères, des sacs à 1500, 2000 euros, il n'y a pas de réticence à acheter en ligne? Non. Je pense pas. Moi, on va prendre par exemple, pas une marque de luxe, mais Net-à-Porter ou Mr Porter, qui vend donc des produits de luxe, des autres marques. Je regardais la dernière fois, vous avez des blousons, des produits à 1000, 1500, 2000. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes fan de luxe, vous connaissez vos produits, vous dites, il faut que j'aille acheter un blouson. Ou vous travaillez, vous êtes quand même vous êtes une femme active, les enfants, etc. Vous sortez, il faut partir à 6 heures. Déjà, partir à 6 heures de son bureau, c'est compliqué. Les boutiques sont pas ouvertes le dimanche aussi. Vous partez à 6 heures, vous courez, vous essayez vos vêtements, vous repartez. Il n'y a pas le produit, c'est compliqué. Vous allez sur Net-à-Porter, vous connaissez, vous commandez, vous faites livrer. En fait, ce qui fait que ce n'est pas juste l'Internet, c'est quel est le service que vous allez mettre derrière qui va rassurer le consommateur. Je pense que c'est ça qui est important. À partir comment, quand on est une marque de luxe, on rassure le consommateur? Par tout le service derrière. C'est pour ça que les marques de luxe vont doucement dans l'Internet et dans l'e-commerce. Parce que et c'est au cas par cas, si vous n'avez pas une organisation parfaite qui fait que si vous livrez un client, s'il y a un problème, vous ne pouvez pas reprendre le produit en temps en heure, que ça soit extrêmement simple pour lui et le relivrer dans la minute, vous créez une déception. Donc en fait, la problématique sur e-commerce, ce n'est pas de dire je mets en vente, je fais un site e-commerce pour mettre mes produits en vente, c'est quel service j'associe derrière et qu'est-ce qui fait que mon internaute va trouver ça extraordinaire, que ça reste luxueux. Alors en magasin, il y a l'expérience consommateur, client, on peut toucher la matière, surtout dans le luxe, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on va chercher en ligne? Où est-ce qu'on peut se démarquer? En ligne, ce que vous prenez en ligne, c'est le temps, vous gagnez du temps. La distance, vous n'avez pas des magasins luxe dans toutes les villes. À Paris, on a une chance extraordinaire, on a tout. Et, dès que vous sortez de Paris, vous n'avez pas tout. Donc il faut se déplacer. Donc vous avez déjà l'accessibilité. Ça, c'est quand même extraordinaire. 2, vous pouvez prendre le temps de choisir. Je ne dis pas, mais vous devez connaître un certain nombre de gens qui passent leur soirée à surfer non plus. Ils ne regardent plus la télé, ils surfent. Qu'est-ce que je peux acheter, etc. On surfe en prend son temps. C'est addictif même pour certains. Pas que dans le luxe, dans tous les domaines, dans l'art et tout, ça devient addictif. Donc on surfe, on se prend à rêver, on fait ses calculs, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Une question, est-ce que quand on est une marque de luxe, la stratégie marketing peut être au diapason de ce que font les marques plus grand public? Est-ce qu'on fait du retargeting? Est-ce qu'on fait de l'affiliation? Est-ce qu'on fait du référencement payant? Est-ce que tous ces leviers-là sont activés également? Quand on va prendre un site e-commerce pur, un site comme Net-à-Porter ou Mr Porter, ils font toutes ces techniques-là, évidemment.
partir du moment où vous rentrez, après vous avez plusieurs luxes. Nous faisons aussi, on travaille pour Éric Bompard, donc forcément toutes ces techniques-là, on les utilise de marketing, hein, évidemment. Peut-être sans donner de nom, mais chez vos clients, ça peut représenter un pourcentage important du chiffre d'affaires aujourd'hui, l'e-commerce, ou ça reste quand même vraiment mineur? En fait, c'est quelque chose qui se développe, qui est en croissance chaque année. Voilà. Alors pour certaines maisons, c'est l'équivalent de leur plus gros chiffre d'affaires, plus gros magasin. D'accord. Oui. Voilà. Donc, en fait, on se rend compte que très rapidement, ça devient le premier magasin. Voilà. Alors, ça dépend du magasin, mais c'est à l'échelle d'un magasin quand même. C'est très pas gros. À l'échelle de... D'accord. Oui. Ah non, c'est pas 30 ou 40% du chiffre d'affaires, pas du tout. Alors, un internaute demande, en plus de la France et de la Chine, quels sont les autres grands marchés du luxe? Est-ce qu'il cite la Russie, les Émirats, les États-Unis? Alors, bien évidemment la Russie, bien évidemment même avec les la crise du rouble? Alors, voilà, non, mais maintenant, c'est pour ça qu'on quid de l'année prochaine, parce que c'est vrai que quand le pouvoir d'achat est diminué de moitié, voire de plus que, enfin, de 80%, il y a une certaine forme de luxe qui va quand même rencontrer des problèmes aussi. Mais enfin bon, il y a des crises économiques, il y a des marchés, l'année prochaine sera peut-être plus difficile pour tout le monde. Voilà. Mais maintenant, l'autre marché qui est en croissance, en tout cas un pays qui est en croissance, en tout cas qui a une forte dynamique, c'est les États-Unis, évidemment. C'est un grand pays, les États-Unis. Mazarine voulait se lancer justement aux États-Unis. Nous, voilà, notre objectif maintenant, quand nous sommes implantés en Chine, c'est de consolider notre développement en Chine, parce que nous sommes quand même une grosse PME, donc on ne peut pas investir sur tous les secteurs à la fois. On aime bien faire bien les choses. Vous êtes présent à l'heure actuelle où? Dans quel pays? Alors on est présent en Chine, mais de façon très forte, avec des grands bureaux à Hong Kong, à Shanghai et à Pékin. Donc on occupe tout le territoire chinois, ce qui nous permet de faire toute l'Asie-Pacifique. Donc quand je dis Asie-Pacifique, c'est Singapour, Taipei, etc., de couvrir tout le territoire. Mais on a un bureau à New York, mais nous n'avons pas ce qu'on appelle une entité très importante. Voilà. Donc ce qu'on appelle une entité importante, c'est 60-70 personnes, des vraies équipes sur place et tout. Donc c'est plutôt un bureau commercial. Et ça, donc aux États-Unis, c'est notre priorité post-Chine dans les 2 ans qui viennent. Donc pas l'année prochaine, mais l'année après. Et après ça, on verra? Après on verra. On n'en est pas là. Non, parce qu'il faut faire année par année. Voilà, on ne peut pas faire. Alors à l'image d'Hermès qui a créé un site spécifique pour ses carrés, est-ce que vous pensez que les marques vont de plus en plus être amenées à créer des sites spécifiques pour leurs éléments phares de collection? Quand Hermès fait ça, je disais, c'est comme un pop-up Internet ou un pop-up pop-up store, c'est-à-dire que ce ne sont pas des coûts marketing, mais ce sont des opérations qui visent à faire un peu d'image et à créer le buzz pour attirer les gens sur Internet. Et puis, ça répond à des besoins clairement identifiés, ça met en avant un savoir-faire. Hermès le fait avec les carrés. C'est normal parce que l'une des reconnaissances produits d'Hermès, c'est quand même les carrés Hermès. Donc c'est une très très belle idée. C'est un produit en plus qui est facile à identifier en termes d'achat client pour vous. On connaît tous la qualité d'un foulard. Beaucoup de gens en ont vu, ont eu accès et c'est quelque chose de facilement identifiable. En août, vous avez racheté le magazine de mode mensuel Numéro. Quelle est la stratégie? Quelles sont vos ambitions concernant ce magazine? Quel est le but de ce rachat? Alors, le but d'acheter un magazine, aujourd'hui, c'est déraisonnable pour beaucoup de gens. Hein, chaque fois que vous achetez un magazine, on vous dit c'est extraordinaire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Alors d'abord, quand on fait des choses et qu'on construit entrepreneur, il faut être un peu déraisonnable, tout en étant raisonnable. On ne peut pas toujours être raisonné, sinon on ne construit rien. Donc nous, on a repris Numéro, parce que d'abord, Numéro, c'est une marque incroyable. C'est une très très belle marque. Pour les gens, Numéro, c'est un magazine de mode extrêmement pointu, extrêmement influenceur, mais qui est de mode, d'art et de design. Et où tous les talents... C'est une vraie niche. C'est une vraie niche où on considère que tous les talents dans le monde de la création se rejoignent au moment. Et la mode en est un point de croisement important. Tous les créateurs de mode, qui sont aussi des grands influenceurs, hein, les grands directeurs artistiques, Nicolas Ghesquière, Marc Jacob, Karl Lagerfeld, sont des influenceurs maintenant à une échelle mondiale. La mode, c'est quelque chose qui drive beaucoup de gens et qui a une grosse dynamique. Tous ces gens-là, tous ces créateurs sont très proches de l'art, sont aussi sensibles et nourris par ça. Donc le Numéro est un magazine justement pour toutes ces personnes-là et tous les gens qui sont passionnés par la mode et la création. Et pour nous, c'était important parce que ça nous pousse aussi à aller de plus en plus vers la création, vers les créateurs,
Et c'est une marque exceptionnelle qu'on veut développer. Et il y a une volonté, à l'instar de l'acquisition du studio photo Les Acacias aussi, finalement de couvrir toute la chaîne de valeur de cet univers qu'est le luxe. Alors, ce n'est pas couvrir toute la chaîne de valeur au sens valeur financière, parce que ça, on ne peut pas dire qu'un studio photo ou un studio de création ou un magazine, c'est la chaîne de valeur intellectuelle et de création. C'est de couvrir tout un univers de création, de s'intéresser au plus près de la création et être le plus proche possible des créateurs. Quand vous faites de la presse, vous travaillez avec les créateurs, avec les meilleurs photographes du monde, avec les meilleurs stylistes, et vous travaillez ensemble pour faire un projet qui n'est pas commercialisable. Vous produisez une série photo gratuite, entre guillemets, pour un lecteur, mais vous n'avez pas de commande, etc. Donc vous laissez libre, vous êtes totalement, vous laissez place à toute la création. Et ça, c'est extrêmement important, ça nourrit tout le groupe de communication. Le studio photo, c'est la même chose, ce n'est pas simplement un studio photo, c'est un centre d'art, puisque nous allons accueillir tous les 3 mois les plus grands photographes et les plus grands artistes mondiaux pour faire des expositions ouvertes au grand public. Alors après l'acquisition de ce studio, quelle est la prochaine étape? C'est créer votre propre marque ou c'est... Non, notre propre marque, c'est Mazarine. Ouais. Donc c'est continuer. Marque de luxe, j'entendais d'habitude. Non. Moi, je pense qu'on ne peut pas... nous, on pense qu'on se diversifie, mais finalement, on est très concentré. Tout ce qu'on fait, c'est pour développer la notoriété de la marque Mazarine, qui est une forme de marque de luxe dans la communication. Et chacun son savoir-faire. Créer une marque de luxe, faire des produits, les vendre, c'est un savoir-faire très particulier, avec des investissements spécifiques. Créer une marque, une agence de communication, réunir les meilleurs talents créatifs, c'est encore un autre métier. Donc on reste dans notre métier, on le développe, mais on reste dans notre métier, on développe notre marque. Alors, un internaute demande, est-ce que le luxe est un secteur à part ou est-ce que tous les secteurs n'ont pas une marque de luxe, voiture, alimentaire, banque? Tous les secteurs ont une marque de luxe, bien évidemment. Dans les voitures. Premium, tous les secteurs ont une marque de luxe et qui passe par un premium et l'ultra luxe. Donc dans les voitures, on connaît les voitures premium luxe, BMW, Mercedes, et on va dans le luxe avec Bentley, Aston Martin. L'ultra luxe, il y a l'ultra luxe, le luxe premium et voilà. C'est toujours important. Vous aurez toujours un client pour quelque chose de très luxueux et très aspirationnel dans un objet, dans un téléphone, dans un stylo. On peut tous se servir d'un bic et vouloir un Montblanc, enfin bon, ou un stylo Cartier, mais voilà, vous aurez toujours une forme de luxe dans tous les produits. Alors, un autre internaute demande quelle stratégie pour vendre son propre parfum lorsqu'on n'a pas de budget d'une grande marque de luxe? Alors, je dirais que la stratégie de développement dans le parfum sans grand budget, c'est la plus compliquée. C'est plus compliqué parce que c'est extrêmement compliqué dans un parfum de résumer, de proposer un savoir-faire unique. Quand vous faites une montre, quand vous faites une robe, vous pouvez parler de qualité, de produits, de vestes, de coupes, de matériaux. Quand vous faites un parfum, vous faites un beau packaging et en fait, vous avez un savoir-faire dans la création de jus, mais qui est très subjectif. Voilà. D'où la difficulté du parfum. Et vous avez un réseau de distribution extrêmement, qui n'est pas très sélectif, qui est plutôt large. Donc c'est vrai que les lancements de parfums, c'est ce qui fait aussi que les lancements sont souvent très chers, très coûteux, qui fait aussi qu'il y a des rentabilités, des marges. Donc pour avoir des amis qui ont créé leur propre marque de parfum, il faut faire des parfums exclusifs, très petits, très identitaires, relativement chers pour pouvoir se financer. Donc si c'est cher, il faut vraiment justifier le prix. Donc il faut mettre beaucoup de savoir-faire dedans. Vos perspectives pour 2015, elles sont plutôt bonnes? Nos perspectives sont à la hauteur de la conjoncture. C'est-à-dire que si on écoutait la conjoncture, on se dirait qu'elles sont normales. Mais Mazarine, c'est un groupe qui s'est toujours développé dans la crise. Parce que c'est dans les crises qu'on trouve, qu'on se recentre. On dit souvent que le luxe va contre-courant des crises. Le luxe, il va plutôt aller moyennement l'année prochaine. Mais ça vous oblige à justement investir, à trouver de nouvelles idées. Et je trouve que c'est dans les crises ou dans les moments difficiles que finalement on va beaucoup plus vite que quand tout le monde va. Je trouve presque plus facile de grandir dans les crises que de courir après le train qui va très vite quand tout va très bien. Voilà. Comment vous l'expliquez ça, que ça marche plutôt bien pour vous? Ça marche bien pour nous parce que tout en grandissant, Mazarine reste extrêmement concentré sur ses métiers et en fait on a l'impression qu'on se diversifie mais on ne se diversifie pas du tout. On reste concentré dans notre secteur, premium, marque de luxe, culture, et on a des véritables experts par métier. Donc finalement, ce que nos clients achètent, c'est le maximum de qualité. Je ne veux pas parler de rapport qualité-prix, mais ils ont une qualité maximale par rapport aux gens qui travaillent pour eux. Ils ne sont pas trompés. Et les opérations de croissance externe ne sont jamais aisées. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à préserver votre ADN en ingérant Mademoiselle Noy, You2You? C'est que déjà en amont, c'était finalement des agences qui partageaient votre sensibilité, ou il y a quand même eu un travail à l'image, par exemple, de les faire remonter à l'actionnariat?
Si on veut partager les ADN, c'est monter à l'actionnariat des managers, c'est une façon de les remercier, de les associer aux résultats de l'entreprise. Ce n'est pas une façon d'intégrer forcément en image les agences. On part d'abord du postulat, est-ce qu'il y a des valeurs croisées très importantes qui vont se rejoindre chez nous? Des valeurs de travail, d'investissement, d'exigence, de qualité. C'est la base, des valeurs humaines extrêmement importantes. Et après, pour mieux les intégrer, est-ce que c'est complémentaire de ce qu'on a déjà chez nous en interne? Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir s'y retrouver et s'exprimer tout en n'ayant pas l'impression qu'ils sont fusionnés dans une masse? Donc, quand on a intégré Mademoiselle Noy, notre agence de publicité, on a intégré la plus belle équipe spécialisée dans les lancements de parfums. On n'était pas très bon dans les parfums. On travaillait beaucoup sur l'horlogerie et joaillerie. C'était un savoir-faire différent et elle nous apportait un environnement créatif et une démarche que nous n'avions pas. Donc, vous intégrez des gens, vous avez plaisir à les avoir avec vous. Et ils le savent, ils le ressentent et ils viennent travailler avec vous parce que justement, ils savent qu'ils apportent ça. Donc, ils sont valorisés dans leur travail dans une marque. La même chose pour U2U. Nous avons intégré U2U parce que nous avions un département réseaux sociaux important, mais pas aussi performant. Et donc, en fait, ils sont complémentaires. C'est important. Donc, quand ils sont complémentaires, tout le monde se retrouve. Ils ont accepté de venir, ils ont accepté d'être associés en partie. Donc, de prendre un risque d'investisseurs, d'entrepreneurs avec nous. Donc, ils croyaient au projet. Alors, dernière question d'internaute. À part la France, quelles sont les origines des marques de luxe? Est-ce qu'il y a des marques de luxe d'origine chinoise, par exemple? Alors, à part la France, il y a l'Italie et l'Angleterre, quand même. Pour avoir des marques de luxe, il faut avoir un know-how, une histoire dans un pays. C'est pour ça que c'est compliqué pour certains pays de créer des marques de luxe. Il faut des créateurs, mais les créateurs, ça bouge. Il faut des métiers, il faut de l'artisanat, il faut du savoir-faire. Donc, quand vous faites la haute horlogerie ou l'horlogerie en Suisse, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes dans les montagnes, tout un savoir-faire ancestral où vous avez des personnes qui ont été formées jour après jour à travailler sur les mécanismes suisses. Donc, c'est normal que les plus belles montres soient en Suisse. Donc, il y a quand même une notion géographique qui est importante de pays. On peut avoir d'autres luxes en Chine parce que vous avez une tradition dans des savoir-faire artisanaux, de lac, de savoir-faire de production. Et si vous rajoutez la création, on va pouvoir créer des marques de luxe. Mais il faut remettre en route tous ces savoir-faire, ça prend du temps. Après, il faut trouver des designers. Et puis après, une marque de luxe, vous avez beau être le plus créatif et avoir la meilleure qualité, il faut du temps. On ne peut pas être une marque de luxe en partant de zéro? Si, mais ça prend du temps. Oui, il faut le savoir-faire, la qualité, la création, les usines. Quand vous voyez, on parle de Hermès, de Cartier, de Chanel, ce n'est pas juste des créateurs et du marketing. Derrière, vous avez des usines, des ouvriers qualifiés, des petites mains, des stylistes. C'est un savoir-faire impossible à retrouver. Ça prend des années à construire des équipes homogènes qui travaillent qualitativement, créer des ateliers. On voit d'ailleurs sur le whisky, par exemple, où les Japonais aujourd'hui surpassent les Écossais. Le meilleur whisky du monde a été japonais. Parce qu'ils ont une tradition de savoir-faire au Japon très forte aussi, ancestrale. Voilà. C'est pour ça que la culture est très importante avec le luxe. Merci infiniment d'avoir participé à notre émission. On se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro des Décideurs du Net. Merci.